révolution numérique. Il y a bien sûr plein de clients qui savent se débrouiller tout seuls. Il y en a quand même beaucoup qui ont besoin qu'on les accompagne pour le faire. Et on pense qu'après la démocratisation de tout ce qu'on a pu connaître à l'heure actuelle, la voix, la data mobile, le prochain sujet, c'est vraiment de faire en sorte que la smart home puisse se développer. Et pour ce faire, on investit beaucoup dans la box parce qu'on pense que la box va être l'objet qui, au niveau du foyer, va pouvoir jouer le rôle de tour de contrôle. C'est un objet qui va permettre d'aller glaner la totalité des communications qui sont faites par les différents objets et qui sera le point de sortie du foyer. On pourra, depuis l'extérieur, sur son smartphone, aller vérifier un certain nombre de choses, rendre la maison ou plus sûre ou plus confortable en commandant un certain nombre d'objets. Mais tout ça ne sera possible qu'à une condition, c'est qu'on ait la certitude que l'ensemble des fréquences qu'on utilise sur les différents protocoles sont effectivement gérées. Quand je dis gérer, c'est avoir la certitude que quand on amène quelque chose de nouveau, eh bien, ça ne vient pas dégrader ce qui a déjà été installé par quelqu'un d'autre précédemment ou la petite couche de communication qui a été mise dans un objet. Et donc, la gestion du spectre et l'espèce de police du spectre pour avoir la certitude que tout peut se développer de façon harmonieuse est quelque chose d'assez essentiel. Alors maintenant, une fois qu'on a campé ce décor, nous, ce que l'on pense, c'est que c'est surtout les startups qui vont nous apporter l'usage des nouveaux services. On n'a pas du tout la prétention de penser être capable de pouvoir apporter, de décider de ce qui est bien pour le client. Par contre, on a la certitude qu'il y a énormément de petites sociétés qui ont plein de bonnes idées et on utilise le levier de Bouygues Télécom. On a créé une structure qui s'appelle Bouygues Télécom Innovation qui nous permet d'aller chercher un certain nombre d'innovations qui nous semblent utiles à nos clients pour pouvoir utiliser le levier que l'on a avec nos 11 millions de clients pour pouvoir assurer un développement plus important de ces services-là. Alors on a fait on l'a fait avec différentes sociétés, on l'a fait avec Igenco, qui est une petite société qui démarre à l'heure actuelle. On est vraiment au début de l'histoire, qui permet d'aller capter avec des capteurs intelligents un certain nombre de choses dans le foyer, puis les remonter. La sensibilité... Par le biais de la box. Alors vous avez les petits capteurs communiquent entre eux et ensuite ils ressortent par la box. Si vous avez de l'extérieur la capacité à vérifier un certain nombre de choses. Les capteurs, ils sont sur où? Sur frigo? Voilà, ils sont sur des petits objets. Évidemment, l'objet le plus important, enfin la notion la plus importante là-dedans, c'est la volumétrie de ce que l'on va fabriquer, puisqu'il faut que les objets puissent baisser en coût le plus possible. Il faut également qu'on choisisse à chaque fois des technologies qui sont des technologies qui ont été véritablement faites pour le foyer. Il est bien évident que la 4G, elle ne sert pas à ça. La 4G, elle va faire une espèce d'autoroute qui vous permet de sortir les infos à l'extérieur. En aucun cas, elle ne permet de produire des objets qui soient peu coûteux, peu consommateurs d'énergie. Il faut des objets qui soient... Donc pour l'Internet des objets, on oublie la 4G. Pour l'Internet des objets, il y a des technologies qui ont été constituées avec des pouvoirs de propagation qui sont beaucoup moins élevés que ce que l'on pourrait trouver en termes de 4G, qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie, parce que l'énergie est un vrai sujet quand vous installez un capteur. Prenez un exemple tout simple. Quand vous regardez actuellement ce qui se vend, le nombre d'installations d'alarmes que l'on vous propose avec des capteurs sans fil. Le capteur sans fil n'a d'intérêt que si vous êtes capable d'avoir une petite pile qui dure suffisamment de temps. S'il faut changer la pile tous les 6 mois, votre installation d'alarme a un intérêt plus limité. Et donc très clairement, il faut choisir des technologies qui sont peu consommatrices, avec des capacités de propagation qui soient faites pour ce que l'on peut faire à l'intérieur de l'intérieur du domicile. Et donc l'enjeu, et c'est pour ça que je parle de gestion de fréquence, c'est que l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on a une gestion du spectre qui est faite pour garantir que l'ensemble de ces écosystèmes peuvent cohabiter correctement. Et dans ce cas-là, alors c'est la possibilité pour des PME d'avoir des idées particulières qui vont pouvoir émerger, sur lesquelles on va pouvoir faire des volumes et qui vont leur permettre de se développer. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Hier, j'étais au restaurant et au moment de payer, on a donné la carte bleue et la dame a mis dans son terminal. Puis elle est revenue, elle a dit « ça marche pas ». Alors, on a donné une autre carte bleue, elle a dit « ça marche pas, ça marche pas ». Bon, finalement, c'était le terminal qui marchait pas. Et à la fin, elle a trouvé l'explication. Elle a dit « oui, c'est parce que c'est Bouygues Télécom qui fait des tests sur la 4G, donc notre réseau ne marche pas, on peut pas payer ». C'est vrai ça? Des tests sur la 4G, on est en train d'en faire, mais la plupart des choses que l'on fait qui peuvent éventuellement créer des gènes sont faites la nuit. Alors, c'était un dîner ou c'était un déjeuner? C'était un déjeuner, ouais. Ah bah alors, c'était pas la raison. Alors. Bon, d'accord, je lui dirai. Ok. On va maintenant passer de l'autre côté de la Manche avec vous, Glenn Collinson. Donc, vous êtes entrepreneur britannique, vous avez créé plusieurs sociétés dans ce domaine. Vous êtes actuellement au conseil d'administration d'une nouvelle qui s'appelle, je crois, Newell, qui est en train aussi de se développer dans l'Internet des objets. Alors, peut-être déjà, dites-nous, est-ce que le milieu britannique fourmille d'entreprises dans ce domaine-là? Est-ce que c'est un domaine qui est
très dynamique. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Of course. Je suis désolé, je voudrais parler en français, mais je crois que nous étions ici jusqu'à après-midi. So. Voilà, oui, c'est ça. Bon, alors allez-y en anglais. Merci. Thank you. Thank you. Let me, if I may, say a few words first about my present company, Newell. We say it, by the way, like the English word fuel, although we're happy for you to say it as you wish. Newell is a technology company delivering network as a service technology for the Internet of Objects, Internet of Things. We set up the company 3 years ago now to bring together two mega trends. The first is the Internet of Objects. We've been a long-term believer in this market for 50 billion objects within the near future, 10 years. But the second mega trend is, I think, the subject of this conference, which is the liberalization of spectrum, and particularly the move to use dynamic spectrum access, epitomized first and foremost by TV white space. So Newell has developed radio access and network technology in the TV white space and applied it to the market for Internet of Objects. I want to say just a couple of things on philosophy as well, if I may. We are passionate believers that the right regime regarding spectrum management and spectrum authorizations can unlock a tsunami of innovation. Mm-hmm. Let me draw your attention, the obvious example, which is Wi-Fi, which was a relatively modern phenomenon. Up until the year 2000, Wi-Fi was really not even known as that, and therefore in the last 13 years has swept the planet. I've read statistics that say today almost 2/3 of all the data traffic on both smartphones and laptop computers, 2/3 of the traffic is carried by Wi-Fi today. Mm-hmm. And the other technologies, including cellular and wired connection, share the final third. It's a good example of how unleashing the potential of innovation by providing the raw resource of spectrum on a license-exempt, very low-cost basis, how that can, when coupled with the innovative power of the modern economies we live in, particularly in Europe, can unleash thousands of players, all innovating, and moving much more quickly to meet consumer demand than what's possible through the more traditional, older ways of managing spectrum and limiting the number of licensees. And what about UK? How is the landscape now? So in the UK, the head of Ofcom, Ed Richards, announced in March last year, 2012, that the intention was to pioneer the use of TV white space in the United Kingdom. And the plan of record, without preempting my colleague, who I think is here later today from Ofcom, Patricia Hodge, without preempting that too much, the plan of record is still to complete the final trials this year and to enable commercial services to begin in 2014 in the UK. That's, of course, following, it has to be said, I must say, with some regret as a European, it's following what has clearly been established as happening in the US, where it is legal today to use this TV white space. FCC IDs have been granted today, and services are beginning today using the TV white space. The UK is following the broadly similar technological approach as the US, which is to use a geolocation database to permit access to these TV frequencies.
broadly speaking, the device reports its physical location to a central database, and the database then grants the permission for a limited period of time to use a channel or several channels in that location. That was finally found through the many years of research into this subject to be a more pragmatic and usable method to access the swathe of spectrum in TV white space, which is unused, a more pragmatic means to do that than the pure cognitive approaches which were discussed earlier in the 2000s. So that's the UK position. There are several companies like Newell now developing technology for the TV white space. Some in the broadband access market, where TV white space also has great advantages. And Newell is focusing, as I said, on the Internet of Things. And I'm hoping that by describing my philosophy today, which is far-sighted regulation on the radio spectrum side, can again unlock the power of innovation which clearly still exists in Europe, so that perhaps in 10 years' time, we're in a position in the Internet of Things, as Europe was 10 years ago, in the provision of cellular technologies leading the world. Ok, thank you, Glenn. Donc, on attend le tsunami que nous promet Glenn. Et avant ça, justement, peut-être pour aider à la venue de ce tsunami, le nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent, comme toujours. Alors, le monde de l'argent est représenté ici par vous, Pierre-Emmanuel Houillet. Vous êtes responsable du secteur télécom, technologie média à la banque HSBC. Donc fusion, acquisition, introduction en bourse, enfin tout ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le secteur dont on vient de parler, dont on vient de voir d'éminents représentants, est-ce que c'est un secteur qui attire beaucoup les investisseurs et éventuellement les entreprises traditionnelles pour faire leur marché? Effectivement, c'est un secteur qui est très intéressant parce qu'il montre en fait la manière dont le secteur des télécommunications a évolué au cours des dernières années, avec un secteur qui était probablement très isolé en quelque sorte, et qui est devenu aujourd'hui complètement au milieu de l'interaction entre tous les autres secteurs. Mais j'ai tendance à parler du secteur des télécommunications comme un secteur des télécommunications comme un service, un peu pour reprendre l'expression qu'on a sur le software ou l'infrastructure, où vous avez de plus en plus un secteur qui est incorporé dans l'ensemble des objets. Et donc, selon la manière dont ce secteur va être incorporé, selon la manière dont il va être construit, il va effectivement y avoir une révolution et donc des investissements potentiels nouveaux qui vont être faits. Et la manière dont ce sera structuré sera assez important. On voit aujourd'hui des projets, d'autres intervenants ont parlé de Smart Grid. On voit aujourd'hui des projets qui sont assez différents selon les pays, entre des pays comme le Royaume-Uni par exemple, où les opérateurs de télécommunications ont déjà pris une place assez importante dans le monde du Smart Grid et ça va se refléter dans leurs perspectives futures. D'autres pays comme la France où pour l'instant les projets sont restés encore un peu plus au sein des entreprises d'électricité et où les opérateurs ont peut-être eu moins de place. On voulait dire qu'il n'y a pas beaucoup de start-up en France dans le domaine du Smart Grid, par exemple. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est vraiment sur la manière dont le réseau se structure et donc dans la manière dont de nouvelles sociétés vont pouvoir prendre leur place et donc être financées par des investisseurs. Et en fonction de la manière dont les réseaux seront structurés et de la manière dont les sociétés vont pouvoir interagir entre elles, vous allez avoir des niveaux de valorisation qui là aussi vont être très différents. Et donc un intérêt pour les investisseurs qui sont différents. Et donc vous avez des secteurs aujourd'hui qui sont perçus comme étant peut-être plus en avance sur la maîtrise des nouveaux canaux de communication et qui donc ont des niveaux de valorisation assez intéressants. Je pense par exemple au secteur du paiement à travers toutes ces composantes, que ce soit les équipements ou que ce soit les sociétés qui font le processing du paiement, des niveaux de valorisation qui sont très intéressants. Et paradoxalement, on a un secteur des télécommunications qui est au sein de toutes ces évolutions et aujourd'hui,
son potentiel de révolution n'est pas nécessairement reconnu dans ces valorisations. Et donc, la manière dont ces réseaux vont s'organiser, effectivement, aura un rôle particulièrement intéressant pour les investisseurs. Et vous avez énormément d'intérêt, à la fois dans les marchés, les investisseurs institutionnels, et pour les investisseurs privés, pour la manière dont ces systèmes vont se structurer et comment est-ce qu'on pourra utiliser au mieux les télécommunications au sens large dans le monde des objets. Alors, vous me disiez que, quand on en parlait, que une grosse partie de votre boulot aujourd'hui, c'était d'aider les grands groupes traditionnels à repérer des pépites qu'éventuellement ils pourraient racheter dans ce domaine. Alors tout à fait, et effectivement, je crois que c'est ce que disait également Olivier Roussat, il y a plusieurs niveaux de R&D et d'investissement, et un grand groupe ne peut pas être la source de toute l'innovation dans le secteur. Et j'ai envie de comparer quelque part peut-être cette situation à l'industrie de la pharmacie. Vous voyez, où vous avez des groupes absolument gigantesques qui aujourd'hui ne sont plus les originateurs des premiers produits. Vous avez une flopée de sociétés qui lancent des nouveaux produits, qui font les premiers tests, et arrive un moment où effectivement les grands groupes de pharmacie, à commencer par les groupes français, vont faire l'acquisition de ces sociétés pour les faire passer à la prochaine étape, parce que les besoins en termes de R&D et d'obtention des régulations deviennent trop importants. Et c'est possible qu'on assiste à une tendance un peu similaire dans le monde des télécommunications, où vous avez des technologies nouvelles qui naissent d'initiatives personnelles, ou en tout cas de petite taille. Et puis à un moment, comme ces initiatives sont réplicables à travers la planète, c'est ce que disait tout à l'heure Sigfox sur ses applications et sur son potentiel à travers les pays, il y a un moment peut-être où la taille des investissements nécessaires et la taille de la structure de vente nécessaire devient trop grande pour la petite entreprise. Et c'est le rôle de la grande entreprise à ce moment-là de prendre le relais, d'utiliser ce potentiel et de le développer à son maximum. Alors, Olivier Roussat, vous avez des projets. Votre Martin Bouygues vous a laissé une petite cagnotte pour pouvoir racheter Sigfox, par exemple. Alors, on n'a pas cette approche-là. En l'occurrence, ce que l'on a comme approche, on a créé un petit bureau aux États-Unis qui s'appelle WeInnovation. Il y a 3 personnes chez WeInnovation aux États-Unis. L'année dernière, on a eu l'award de l'opérateur qui accompagnait le plus les startups dans la Silicon Valley. L'award qu'on a récupéré aux États-Unis. Alors, on avait face à nous des gens beaucoup plus dimensionnés. On avait AT&T, on avait Verizon, on avait Orange, avec des structures très très développées. Et l'idée que l'on a au travers de ce bureau, c'est pas du tout de se positionner comme étant détecteur de start-up que l'on souhaite acheter, mais par contre détecteur de start-up qui nous apportent des services qu'on va pouvoir intégrer et apporter à nos clients. Et dans lesquels vous allez quand même investir un peu? Pas nécessairement. Dans certains cas, on peut le faire. Dans certains cas, on ne le fera pas. On se contentera d'avoir le service. On fait la même chose en Israël, où on a d'ailleurs, dans la dernière box que l'on a introduite sur le marché, on avait 2-3 innovations que nous avions captées en Israël, avec des startups extrêmement innovantes. Israël a une Silicon Valley-like, pratiquement, enfin vraiment de très grande valeur. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a notre structure en France, Bouygues Télécom Initiative, qui repère un certain nombre de sociétés, qui les filtre, mais notre enjeu à chaque fois, c'est pas tant de gagner de l'argent avec la valorisation de l'entreprise que de pouvoir mettre sur le marché des nouveaux concepts ou des nouveaux services. D'accord. Justement, Ludovic Lemoine, vous avez été approché par des gens qui voulaient vous racheter tous les jours peut-être en fait? Je pense, l'idée c'est un peu aujourd'hui, c'est plutôt de développer l'entreprise. Donc on a fait entrer Intel au capital en juillet là, sur un tour à 10 millions. Et ça aujourd'hui, l'appétence est assez forte sur le prochain tour. Donc je ne cache pas que l'appétence est plus forte de côté de l'Atlantique par ici, en termes de valorisation pré-monnaie d'entreprise. Donc pour moi, l'enjeu, c'est pas de la revendre aujourd'hui. Par contre, c'est de la développer de façon assez significative. Et on a des grosses ambitions en termes de valo, parce qu'en fait, on est aujourd'hui outre-Atlantique, on est vu un peu comme le Twitter des télécommunications, c'est-à-dire peu de données, mais une pertinence des quelques octets qu'on met dans la trame. Et on a illustré, comme je disais, par rapport à Apple et autres. Donc il y a une vraie traction, une visibilité de ce que peut apporter Sigfox et des acteurs autour de la planète, comme des Google, des Amazon, des Samsung et autres, ont vu quelle est la taille de ce marché derrière. Donc voilà, donc effectivement il y a une vraie traction, il y a une vraie vision qui va au-delà des télécoms, parce que l'idée, quelque part, dans quelques années, ce réseau-là, il sera gratuit.
Vu le coût d'OPEX, CAPEX mondial, je pense que c'est un réseau qui sera gratuit et la valeur elle sera au-dessus dans les couches de Big Data. Donc Google va vous racheter? Je ne dirais pas ça aujourd'hui. Non. Vous direz pas non? Si, quand même. Pas tout de suite. Voilà, je réserve ma réponse. Mais, oui. Vous n'avez pas encore fait vos valises pour la Silicon Valley, si vous allez... Elles sont faites, mais pas pour être vendues à Google. D'accord. Okay. Voilà, le ministère dira peut-être non. Alors justement, on va essayer de parler un petit peu dans le peu de temps qui nous reste. On va essayer de donner la parole aussi à la salle, préparer quelques questions. Les freins, les solutions, comment on peut développer tout ça. Alors Thierry Miléo, vous me disiez que il faut développer des réseaux privés. Alors expliquez-vous. Oui, c'est-à-dire qu'on a analysé en détail les besoins de l'Internet des objets pour les utilities. Et c'est vrai qu'on parle d'applications extrêmement critiques, hein, le pilotage d'un réseau électrique, qui peut être couplé s'il y a une alerte, par exemple sur un poste source avec la levée de doute par vidéosurveillance. Ça peut être aussi l'optimisation du trafic routier, s'il faut attendre 5 minutes que pouvoir piloter un feu rouge ou un carrefour. Donc, et je ne parle pas des sujets de terrorisme, de vidéosurveillance dans des lieux sensibles. Donc il y a des besoins de couverture, il y a des besoins qui sont spécifiques aux utilities, il y a des besoins de débit. Il faut également éviter pouvoir éviter la congestion du réseau grand public. Je sais pas, s'il y a un événement sportif, il faut tout le monde regarde son film sur son mobile, sur son smartphone. Il faut pouvoir quand même continuer à piloter. Alors il faut quoi, des réseaux privés à piloter le smart grid. Et puis surtout, oui, il faut pouvoir piloter et les temps de latence qui sont requis pour les utilities sont extrêmement faibles. Hein. On parle donc c'est 30 millisecondes. Ce sont les normes de pilotage, pour les réseaux électriques. Et donc, on voit la tendance aux États-Unis, en Chine, hein, où les grandes utilities développent leur propre réseau 4G à travers des technologies, dans un premier temps, du WiMAX. Et pour éviter l'obstacle de la consommation électrique des capteurs que soulignait Olivier, qui est un vrai problème. Donc on parle bien sûr, c'est des réseaux mixtes, c'est-à-dire que voilà, le 4G alimente des concentrateurs qui eux-mêmes repartent après en Zigbee ou en courant porteur ligne. C'est quoi? C'est une société d'eau qui va acheter des fréquences et monter son propre réseau 4G interne? Absolument, ou des opérateurs électriques, où on travaille en Chine pour State Grid China, qui aujourd'hui a un réseau totalement intégré, à la fois jusqu'au compteur électrique, un réseau mix, WiMAX, puis CPL ou Zigbee, qui pilote à la fois les appareils de comptage dans les foyers, mais également les équipements du réseau, avec une intégrité complète à l'intérieur du réseau de la utility. Donc c'est la reprivatisation de l'Internet, quoi. C'est plus l'Internet des objets, c'est autre chose. Et puis également, on travaille par exemple pour PetroChina, qui fait la surveillance par vidéo de l'ensemble de ces puits de forage. D'accord. Ouais. Donc nous, on a cette conviction qu'il n'y aura pas un Internet des objets, mais comme on l'a vu avec Sigfox, un certain nombre d'Internet des objets qui vont utiliser différentes technologies. Bon, pour certaines, des technologies ouvertes sur des réseaux grand public, parce qu'ils n'ont pas besoin de haut niveau de sécurité, ils ont besoin de temps de latence, ils peuvent partager la bande de fréquence avec des utilisateurs de jeux vidéo et des utilisateurs qui téléchargent des films, c'est pas le problème. Mais pour d'autres applications qui sont critiques, le réseau doit être un peu à l'image finalement de ce que font les pompiers, la gendarmerie, ce que font aujourd'hui les pompiers pour la police avec les réseaux, avec leur propre réseau. Rémi Tonac, pour vous,
Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait que pour votre société se développe un peu plus qu'aujourd'hui? Avec un micro, ça ira mieux. Elle se développe avec un micro, ça va mieux. Voilà. Avec les grandes tendances dont on vient de parler, et j'insiste encore sur le besoin de sécurité sur ces réseaux. Hein. Très vite, on en aura besoin, et quelle que soit la communication utilisée, on aura besoin d'une puce de sécurité qui dit qui je suis en tant qu'objet. Et ça, on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que la même puce que celle qui est dans une carte à puce, que ce soit celle de Canal+, votre carte bancaire, votre carte Sésame Vital. Donc ça, c'est un besoin essentiel. Si je repense à cette cause nationale, hein, de combattre la contrefaçon, je pense qu'il y aurait matière effectivement à réunir toutes les parties prenantes, y compris l'État évidemment, puisqu'au travers des douanes, il faudra vérifier les containers et rapidement scanner les objets qui sont à l'intérieur. Essayer de mettre sur la table cette problématique, parce que c'est plusieurs points de PIB. En fait, ce sont des emplois délocalisés, hein, la contrefaçon, et de se fixer un plan. Comment est-ce qu'on a développé la carte à puce en France? Ça datait du temps où France Télécom pouvait avoir une politique industrielle à moyen terme. C'était encore l'époque du Minitel, ou à peu près, et où France Télécom a dit, bon, cette invention française, que l'on qualifiait comme étant une solution à la recherche de son problème, je vois du potentiel, et lancer un programme sur plusieurs années pour faire baisser les coûts, pour industrialiser, pour mettre les volumes, et on a mis en place une filière qui aujourd'hui est totalement reconnue dans tous les domaines d'activité. Là, on a un nouveau champ, et il faudrait réunir ces différentes parties, que les grandes marques du luxe, du vin, de la pharmacie s'ouvrent un peu plus et acceptent de coopérer sur ces sujets. D'accord. Ça devrait être le sujet de la prochaine colloque ici. Voilà, donc on va on laissera débattre là-dessus. Alors, simplement, est-ce qu'il y a... là, c'est une question générale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des freins réglementaires en France au développement de ce... En France et peut-être plus généralement en Europe, au développement de cet écosystème de l'Internet des objets? Qui veut répondre à cette question? Allez-y, Olivier. Je vais vous faire une réponse sur un sujet particulier qui est le NFC. Ouais. Le NFC, c'est un sujet qui s'est développé énormément en Corée, qui s'est développé énormément au Japon, qui s'est pratiquement pas développé en Europe à l'heure actuelle. Quand vous discutez avec les fabricants de terminaux, c'est vraiment la poule et l'œuf. Hein. Il faut que le terminal soit NFC pour que l'on puisse effectivement lancer les services NFC. Et à chaque fois, les fabricants de terminaux ont une approche assez mondiale, et ils vous disent, bon, si je rajoute un bout NFC dans le téléphone chez vous, ça va le faire augmenter de 3 ou 4 $. Et donc, finalement, dans la compétition, on n'a pas vraiment le sentiment que la France fasse quoi que ce soit sur le NFC. Et quand vous prenez une problématique comme le NFC, tout l'enjeu, c'est de développer le NFC en faisant en sorte que le potentiel que l'on crée reste sur le territoire national. Enfin, je m'exprime plus clairement. Ça signifie que si on développe le NFC pour aller permettre à Google et Apple d'aller remonter encore plus de revenus sur ces applications, on n'aura pas réussi grand-chose. Vous avez une façon simple de le faire. On sait que le NFC, dans tous les pays du monde, là où il démarre, c'est quand on l'utilise fréquemment avec les transports. Vous prenez la situation du STIF, Syndicat des transports d'Île-de-France, vous avez 15 millions de personnes... Les cartes Navigo, c'est pas ça. Hein. Non, mais vous avez 15 millions de personnes qui prennent le transport tous les jours. On peut décider, d'un point de vue pouvoir public, qu'on fait en sorte que ce truc-là, il devienne NFC. On habitue les clients à utiliser leur mobile pour le passer sur le hachoir, enfin, pas le hachoir, excusez-moi, le hachoir est un peu abusif. Voilà, le tourniquet, pardon, mais il se trouve que c'est plus un tourniquet maintenant, c'est beaucoup plus... La barrière d'entrée. La barrière d'entrée, pardon. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire d'un point de vue pouvoir public. Pour rebondir sur ce que disait Monsieur de Tonac tout à l'heure, vraiment, on peut avoir des politiques industrielles où d'un seul coup, on se met à faire cela, et en faisant cela, on est capable de recréer quelque chose qui reste en France. En ayant la possibilité sur le NFC, il y a une